Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, dans le cours de méthode numérique, nous allons aborder la résolution d'équations non linéaires, d'accord? D'équations algébriques non linéaires, donc des équations de la forme f de x égale 0. Donc là, ici, on cherche x, les solutions de cette équation. Bon, d'abord, je voudrais commencer par quelques petites choses. Donc, si vous êtes dans un espace où vous voulez mesurer la distance entre deux points, ce que vous faites en général, c'est que vous avez une application qui s'appelle distance, qui vous permet de calculer cette distance-là. Okay, donc là, ici, vous avez le point X, le point Y, et donc vous dites la distance de X à Y. Alors, souvent, comme vous avez travaillé dans des espaces vectoriels normés, X et Y sont des vecteurs, et donc du coup, la distance de X à Y, en général, c'est la norme de X moins Y. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez vu l'année dernière en prépa. Et vous savez aussi qu'il y a différents types de normes. Donc, par exemple, la norme numéro 1 d'un vecteur, c'est tout simplement la somme des valeurs absolues des coefficients. Donc, si je suis juste en dimension 1, c'est la valeur absolue tout simplement. Et sinon, c'est la somme des valeurs absolues. Donc, x1 plus x2, donc les composantes de mon vecteur x, plus valeur absolue de xn. Donc, ça c'est la norme 1. Ensuite, vous allez avoir la norme 2, qui est celle que vous avez l'habitude également, qui est la racine de la somme des coordonnées au carré. Donc, c'est somme de xi carré, le tout à la racine, etc. Vous avez vu également la norme infinie de x, qui est le max des xi en valeur absolue. C'est le max pour i entre 1 et n des valeurs absolues de xi. Bon, quoi qu'il en soit, c'est des choses que vous avez normalement déjà vues et dont je vais m'en servir dans ce cours tout au long du semestre. Okay, bon, donc l'objet essentiel de ce chapitre est l'approximation des racines d'une fonction réelle d'une variable réelle, c'est-à-dire que je vais avoir une fonction f qui va être définie sur un intervalle i que je vais appeler AB, un intervalle ouvert AB inclus dans R à valeur dans R. Et mon objectif, c'est de trouver alpha tel que f de alpha égale 0. Donc ça, vous le savez également normalement. Géométriquement, ça veut dire je cherche les endroits où ma fonction f s'annule. Donc si ma fonction f localement ressemble à ceci, je cherche ces valeurs-là. Okay, bien, donc les méthodes numériques que l'on va voir, qui vont consister à approcher cette racine alpha, sont en général itératives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer avec quelque chose qui n'est pas alpha, qui n'est pas la bonne solution. Et petit à petit, en faisant des itérations, on va créer une suite, donc x1, x2, x3, xn, telle que, à la limite, on se rapproche autant que l'on veut de alpha. Okay, donc, on construit une suite xk, je le mets entre parenthèses en haut, la kème, le xk, okay, et mon objectif, c'est que la limite de cette suite, la limite quand k tend vers l'infini, de xk, soit égale à alpha. Ça, c'est la philosophie des méthodes numériques, c'est itérer, donc répéter un procédé et transformer quelque chose qui n'est pas une solution en quelque chose qui est une solution, avec un certain degré de précision. Et là, on va commencer avec notre première définition, donc ça, c'est une définition importante, qui va être la convergence d'une suite avec un certain ordre. Donc, cette définition, elle est à connaître. Donc, on dit qu'une suite xn, xk,
construite par une méthode numérique, d'accord, converge vers alpha, qui est la racine, ok, avec un ordre P, avec un ordre petit p, si, donc p est plus grand ou égal que 1, si il existe une constante c strictement positive, telle que si vous regardez l'écart, donc la distance entre la k plus unième itération et alpha, donc ça c'est la distance entre l'itération, l'approximation de la racine à l'étape k plus 1 et la vraie racine, et bien si ça c'est plus petit que la constante multipliée par x puissance k, enfin pas x puissance k, mais le km x, moins alpha, le tout à la puissance p. Et ceci doit être vérifié, quel que soit k, plus grand que un certain entier k0. Okay? Donc, la partie importante est celle-ci. Ça vous dit l'écart entre l'approximation suivante, le k plus 1, et la vraie racine décroît d'un facteur p, okay, par rapport à la distance qui les séparait avant. Donc, si je fais un dessin là-dessus, vous allez avoir donc votre axe, quelque part votre racine alpha, et vos suites de points x1, par exemple ici, x0, et ensuite x1. Donc, la distance x0 moins alpha correspond à celle-ci. La distance de x1 à alpha est celle-ci. Et donc, si le facteur d'agrandissement entre l'une et l'autre est d'ordre alpha, pardon, d'ordre p, on dira que la méthode est d'ordre p. Et donc là, vous voyez que c'est convergent puisque quand k tend vers l'infini, cette valeur absolue tend vers 0. Okay, donc on retrouve bien le fait que la suite d'approximation xk converge quand k tend vers l'infini vers alpha. Ok, donc là ici vous avez donc xk moins alpha, et ici vous auriez donc x k plus 1 avec k égale 0, k plus 1 moins alpha, et il faut que ça soit une puissance p. Donc là en fait ici je peux mettre les coefficients quelconques, donc ça c'est k et ça c'est k plus 1. Ok, voilà, donc ça c'est notre première définition importante. Si la méthode numérique produit une suite d'approximations qui satisfait ces conditions, on dit que la méthode est d'ordre P. Okay, et globalement, plus l'ordre est élevé, plus la convergence se fait vite. C'est ça ce que ça veut dire ce P. C'est cette puissance qui est l'ordre de convergence me dit, plus l'ordre de convergence est élevé, plus la méthode converge vite vers ma racine alpha. Alors, juste une petite remarque, si P est égal à 1, okay, pour que la méthode converge, il faut que la constante C soit strictement plus petite que 1. Okay, bon, ça, on va le revoir plusieurs fois. D'ailleurs, la constante C s'appelle le facteur de convergence. Okay, donc C, c'est le facteur de convergence. Ok, donc voilà. Ce qui est important aussi de dire, c'est que de manière générale, et ça on va en parler un peu plus tard, la convergence de ces méthodes vont dépendre de la condition initiale. Okay, vous allez voir très bien quand on va parler de la méthode de Newton-Raphson et de son fractal. En fonction de l'endroit où on commence l'algorithme, la convergence va en dépendre. Et quelque chose qui est aussi important à dire ici, c'est que le plus souvent, les résultats que l'on va pouvoir démontrer, ce sont des résultats de convergence locale. C'est-à-dire qu'ils ne vont être vrais que si on commence dans un voisinage de la racine alpha suffisamment petit. Donc, par exemple, là, ici en jaune, je dessine mon voisinage de la racine.
Et si je suis en dehors de ce voisinage, bah, peut-être que la méthode ne va pas converger vers alpha. Okay, donc, dans la plupart des cas, on va parler, nous, de méthode locale, bien que l'on va voir qu'il y a aussi des méthodes globalement convergentes. Ce sont des méthodes pour lesquelles le choix de la condition initiale ne va pas affecter la convergence. Mais comme à chaque fois que je vous le dis en mathématiques, il n'y a rien qui est gratuit, tout a un prix, et il y a un principe de conservation du prix, de ce qui coûte cher, et ce qui coûte pas cher. Okay, donc, si vous avez un résultat qui est fort, vous avez dû payer cher pour le démontrer, et donc, il n'y a pas de mystère, quoi. La convergence globale, c'est très cher, puisque c'est très fort. Ça suppose que n'importe quel point, comme condition initiale que vous prenez, ça va converger vers celle-ci. Bon, vous allez faire une activité de la méthode de dichotomie. Vous allez la coder en MATLAB, mais je vais vous en parler rapidement de cette méthode de dichotomie. C'est une méthode que vous connaissez déjà normalement aussi depuis le lycée. L'idée est la suivante. Vous avez une fonction. Alors, je la fais comme ça, même si elle peut être un peu plus tordue. Mais voilà, je fais une fonction qui s'annule donc au point alpha que je cherche. Et vous savez que le théorème des valeurs intermédiaires vous dit que si vous avez une fonction continue sur un intervalle, l'image est un intervalle. Autrement dit, si à gauche du point alpha, par exemple au point A, je suis en dessous de 0, okay, et si au point B, je suis à la fonction au-dessus de 0, donc là on est en f de B, là on est en f de A, alors forcément il y a au moins un moment où on traverse l'axe, c'est-à-dire il y a une racine, au moins une racine, entre les deux points A et B. Okay, donc, comme conséquence, on va développer la méthode de dichotomie. Okay, donc là, ici, on a une propriété qui découle, donc c'est un cas particulier du théorème des valeurs intermédiaires, du TVI. Donc, il nous dit que si f de A dans B est une fonction continue, et que f de A est plus petit que 0 et f de B plus grand que 0, ce que vous pouvez dire de manière résumée et plus générale, en fait, ils sont de signes contraires, autrement dit, si f de A fois f de B est strictement négatif, hein, la seule manière de faire qu'un produit c'est négatif, c'est que les deux facteurs aient des signes contraires. Okay, donc, je vais plutôt retenir cette deuxième façon de le dire, mais maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, si vous avez ça, si vous satisfacez ces deux conditions, alors, il existe une constante, une valeur réelle alpha dans l'intervalle ouvert AB, donc à l'intérieur, telle que f de alpha égale 0. C'est-à-dire, si je suis à gauche en dessous, ici, et à droite je suis au-dessus, ou vice-versa, je peux être là et ensuite là, mais en tout cas opposé du côté, que la fonction est continue, alors entre les deux points, alpha et bêta, il y a une racine qui se cache. Okay, donc l'idée de la méthode de dichotomie va être de faire des intervalles de plus en plus petits. C'est-à-dire que vous allez commencer avec un intervalle I0 qui va être l'intervalle AB. Et vous allez construire donc une suite d'intervalles qui vont être tous emboîtés les uns aux autres. C'est-à-dire que vous allez faire une suite décroissante d'intervalles. Donc le prochain, IK plus 1, va être inclus dans IK. Okay, donc là, vous allez avoir votre intervalle IK, et bien IK plus 1 va être à l'intérieur. Donc vous réduisez la zone et petit à petit, vous allez converger vers votre racine. Okay, donc on construit cette suite d'intervalles que l'on appelle I indice K, qui est tout simplement une suite AK, BK.
Okay. Et c'est un algorithme assez simple. Okay. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vérifier qu'à chaque fois, le signe de f en AK et BK soit différent, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer qu'on est d'un côté et de l'autre respectivement. Donc f de AK fois f de BK doit être négatif. Okay. Et on va poser comme itération le fait que ça soit le milieu. Okay. Donc vous allez dire, donc ça c'est la règle, donc vous allez dire que A à l'étape suivante, AK plus 1, va être égal à A à l'étape d'avant, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, et B à l'étape suivante va être égal à XK. Et donc ça c'est si F de XK, pardon, F de XK fois F de AK est strictement négatif. Ou, ok, ou AK plus 1 va être égal à XK, donc là vous voyez c'est le contraire, et B de K plus 1 va être égal à BK, donc lui n'a pas bougé, si au contraire F de XK fois F de BK est strictement négatif. Et dans tous les cas, okay, vous posez X indice K plus 1, donc le suivant de X, c'est la moyenne des AK plus 1 et BK plus 1. Donc ça va être AK plus 1 plus BK plus 1 divisé par 2. Okay. Donc c'est très facile. Alors peut-être que ça vous impressionne un petit peu, je ne sais pas. Mais vous allez voir que c'est très simple. Je vais faire un exemple et ensuite à vous de coder la méthode sur MATLAB ou Python ou le langage que vous préférez. Okay. Sachez de toute façon qu'à la fin, vous allez être évalué sur MATLAB par Monsieur Stéphane, donc c'est bien si vous vous y mettiez à MATLAB. Donc là, vous avez votre fonction. Et vous choisissez un intervalle, donc A, 0, B, 0, tel que d'un côté, la fonction soit des signes contraires que de l'autre. Donc là, ici, positif, négatif. La première chose que vous allez faire, du coup, vous avez votre intervalle I0, qui est donc A0, B0. Et vous allez donc calculer la moyenne de ces deux points. Donc vous allez avoir X qui est A plus B sur 2. Donc là, ici, en 0, 0, c'est la première. Okay. Donc ça va me donner la moyenne. Par exemple, mettons que ça tombe ici. Okay. Donc ça va être mon point X1. Okay. Il est là. C'est la moyenne. C'est ma première approximation de la racine, X1. Ensuite, je regarde comment est la fonction ce point. Donc là, je vois qu'elle est négative. Donc, le point A1 va rester ici et le X1 va devenir le B1. Okay. Donc maintenant, entre ces deux points, je recalcule la moyenne. Mettons que ça tombe ici. Donc ça va être le point X2. Okay. Et à partir de ce point, je monte à la fonction et je regarde. Tiens, là, je suis positif. Donc, c'est-à-dire que maintenant, mon point A2, ça va être lui. Et que B2 va rester lui. Okay. Donc ensuite, je calcule à nouveau la moyenne entre ce point et ce point. Et en fonction de là où ça tombe, je prends celui de gauche ou je prends celui de droite et je continue. Alors, la question, c'est on continue jusqu'à quand? Eh bien, en général, cette méthode nécessite, comme la plupart des méthodes que l'on va voir, d'un critère d'arrêt. Critère d'arrêt. Donc, le critère d'arrêt, okay,
c'est une condition que l'on va vérifier de manière permanente, donc à chaque itération. Et une fois que la condition n'est pas vérifiée, on s'arrête. Okay? Alors là, ici, typiquement, au fur et à mesure des itérations, comme vous pouvez le voir, je me rapproche de la racine. Donc, au bout d'un moment, la distance qui me sépare entre ma kème itération xk et la racine va être plus petite que n'importe quel nombre. Et donc là, en général, vous savez, en analyse, on aime bien dire que epsilon, c'est un nombre petit. Et en fait, epsilon ici va représenter une tolérance fixée à l'avance, fixée par l'utilisateur, qui va en quelque sorte être le degré de précision que l'on souhaite de la méthode. Okay? Donc ici, qu'est-ce que l'on est en train de voir? On est en train de voir que la distance, donc la valeur absolue, entre la énième itération de la racine et alpha, hein, donc cette distance, en fait, c'est tout simplement la longueur de l'intervalle im, eh bien, je veux qu'elle soit plus petite que epsilon. Ça, c'est mon objectif, c'est-à-dire que l'erreur que je commets entre l'approximation de la racine et alpha est une distance plus petite que epsilon. Okay? Donc ça, c'est la longueur de l'intervalle im. C'est tout simplement le point à droite moins le point à gauche. Okay? Excusez-moi, là, j'ai marqué égal. Ça, c'est plus petit ou égal. Voilà. Okay? Donc, à l'approximation m, si on fait un dessin aussi, vite fait, vous avez donc alpha qui est ici. Et en xm, vous êtes quelque part là, par exemple. Ça, c'est xm. Et bien là, ce que l'on dit, c'est que la distance qui sépare ce alpha de xm, il est plus petit que la longueur im. Okay? Donc im va être un intervalle qui est par ici. Okay? Donc ça, c'est a m-1, b m-1. Donc le xm, c'est la moyenne. Bon, là, je ne l'ai pas trop fait la moyenne, mais vous comprenez, le xm, c'est la moyenne de am-1 et bm-1. Eh bien, la distance qui les sépare ces deux-là, donc cette distance-là, elle est plus petite que la distance qui sépare ces deux-là. Eh bien, je vais dire que ça, c'est plus petit que epsilon. C'est moi qui fixe le epsilon. Okay? Alors, maintenant, la question, c'est quelle est la longueur de im? Bon, la longueur de im, okay, la longueur de im est égale à la longueur initiale du premier intervalle, c'est-à-dire b-a, divisé par 2 puissance k. À chaque itération, on divise par 2 l'intervalle, puisqu'on calcule la moyenne. Donc ça, c'est tout simplement b-a divisé par 2 puissance k. Et vous voyez que quand k tend vers l'infini, la longueur de cet intervalle tend vers 0. Okay? Donc, si on note E indice k, l'erreur d'approximation, c'est-à-dire la distance qui me sépare entre ma racine xk et alpha, okay, je remarque que la valeur absolue de cette erreur, parce qu'en fonction que alpha soit à gauche ou à droite, ces valeurs peuvent être positives ou négatives, mais ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est la vraie distance qui les sépare. Donc la valeur absolue, c'est-à-dire la norme 1, est plus petite que la longueur de l'intervalle ik divisé par 2. Et donc ça, on a dit que c'est tout simplement égal à b-a divisé par 2 puissance k plus 1. Okay? Donc là, vous avez, donc ça c'est la partie importante, que cette distance, l'erreur entre ma kème approximation de la racine et la vraie racine alpha est plus petite que b-a divisé par 2 puissance k plus 1. Et ça, c'est pas difficile de voir que lorsque k tend vers plus l'infini, cette chose tend vers 0. Donc, conclusion, et ça c'est la conclusion importante, la limite quand k tend vers l'infini de ek, donc de l'erreur, est nulle. Donc ma méthode que je viens de vous exposer va converger vers ma racine quand k tend vers l'infini. Plus le nombre k est grand, plus ça tend vers l'infini.
Et je peux décider de m'arrêter une fois que le critère d'arrêt est validé. Okay. Et autrement dit, pour nous, ce que l'on veut, c'est que la méthode, on va s'arrêter à l'étape M si ça ne varie plus de epsilon. C'est-à-dire que la distance qui sépare ma énième racine de alpha est plus petite que epsilon. C'est à ce moment-là que je m'arrête. Okay. Donc, encore une fois, un petit dernier dessin. Vous avez votre racine alpha et vous avez une suite de points qui se rapprochent de votre racine. Donc là, vous avez x0, x1, x2, etc., qui se rapprochent de plus en plus de A. Eh bien, lorsque la distance qui sépare ces racines de A est plus petite que epsilon, vous vous arrêtez. Okay. Donc là, vous voyez que une fois que cette distance-là verte est plus petite que epsilon, je m'arrête. OK. Il y a des choses à dire là-dessus sur la convergence de l'algorithme. Notamment, c'est un algorithme qui est lent. Vous allez pouvoir l'évaluer par vous-même sur votre code. Mais bon, voilà. Et puis, c'est une méthode qui n'est pas monotone, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir que l'erreur absolue d'une itération sur l'autre diminue. Okay. Bon, mais voilà, c'est une méthode importante à connaître, qui est une méthode topologique. Elle est basée sur la continuité uniquement de la fonction. On va voir que si on veut augmenter la vitesse de convergence, on va pouvoir rajouter des informations supplémentaires. Encore une fois, c'est le principe de ce qui coûte cher, coûte cher. Et donc, si vous savez plus de choses, par exemple que la fonction est dérivable, ou C1, ou C2, ou un minimum régulière, vous allez pouvoir aborder des nouvelles choses et augmenter la vitesse de convergence de cet algorithme-là. Ça, c'est le premier algorithme que je voulais que vous voyiez. Le deuxième algorithme que je veux que vous connaissiez, ça s'appelle l'algorithme de Newton. Je vous enverrai un petit truc d'information sur le fractal de l'algorithme de Newton. Mais quoi qu'il en soit, on va voir donc la méthode de Newton-Raphson. Okay. Donc Newton-Raphson. Newton-Raphson. Bon, en fait, elle va partir du calcul de la dérivée. Alors l'idée derrière cette méthode est assez simple. Vous avez donc une fonction qui va, alors peut-être que je peux la faire un peu plus courbée, voilà, tac, qui va s'annuler en alpha. Okay. Et vous allez prendre un premier point, ici, x0, et vous allez calculer les tangentes à la fonction en ce point. Okay. Donc là, ici, vous faites passer la tangente, tac. Et vous voyez que cette tangente, elle va s'annuler quelque part. Elle va s'annuler ici. Et l'idée, c'est de itérer ce procédé. Je vais à la fonction, je calcule la tangente pour se rapprocher de alpha. Donc, regardez ici. Donc, je remonte à la fonction. Okay. Je calcule la tangente. J'ai un nouveau point d'approximation. Donc, ça, c'était x0. Ça, c'était x1. Ça, c'est x2. Et ainsi de suite. Okay. Et là, ce que vous pouvez voir, ou peut-être vous ne le voyez pas trop, mais sur mon dessin, il n'était peut-être pas très bien choisi, c'est que l'on va boucler comme ça vers la racine. Okay. Alors, je vais faire un autre dessin sur lequel on va peut-être voir un peu mieux le truc. Alors, il y a un dessin qui est assez facile à faire. Donc là, vous prenez par exemple cette fonction. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre... Donc ça, c'est alpha. Et là, vous prenez votre condition initiale, x0. Et pareil, vous montez la fonction, vous prenez la tangente. Donc là, je monte la fonction, tac. Je prends la tangente, je monte la fonction, je prends la tangente. Vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus de alpha. Donc là, ici, x1, là, ici, x2, et ainsi de suite. x1, x2. Donc voilà, on a besoin de la tangente
à une fonction en un point. Et ça, depuis, pareil, la terminale, vous savez que l'équation de la tangente à la fonction f au point x0, c'est f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Okay. Donc là, la tangente première que je viens de tracer est là pour équation ceci. Et ensuite, la tangente rouge que j'ai tracée en deuxième, c'est la tangente au point x1 de f, qui va avoir la même formule, mais avec x1 à la place de x0. Okay. Donc là, vous voyez, on a construit une suite définie par récurrence qui me dit x0, il est donné, c'est la condition initiale, et ensuite, x de n plus 1, c'est la racine de l'équation de la tangente au point xn à la fonction f. C'est-à-dire, je dois être capable de savoir quand est-ce que cette fonction, qui est une fonction linéaire, hein, c'est une fonction affine, pardon, c'est une droite, s'annule. Bon, la tangente en f de xn, on a dit, c'est f' de xn fois x moins xn plus f de xn. Et quand est-ce que ceci s'annule? Ben, c'est super simple, hein, je cherche le xn. Okay. Donc, ça va s'annuler lorsque, si je passe à de l'autre côté, eh bien, lorsque xn est égal à x moins, pardon, x est égal à, je me suis embrouillé un peu, donc x est égal à x indice n moins f de x indice n divisé par f' de xn. Donc vérifiez que quand vous isolez x de ça, vous obtenez bien ça. Donc je passe ça à droite, il y a un moins, je divise par f' et je passe le xn de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a une suite définie par récurrence donnée par ceci. Okay. Donc, si je résume, la méthode de Newton-Raphson nécessite que la fonction soit dérivable et elle va partir d'une approximation de la racine x n plus 1 égale la valeur précédente moins la dérivée, enfin, moins la fonction divisée par la dérivée. Ok, donc voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous allez également coder ceci en MATLAB et vous allez tracer des graphes d'erreurs. Okay. Alors, la méthode de Newton, c'est une méthode qui converge plus rapidement que la méthode de dichotomie. Et en fait, elle converge plus rapidement parce que c'est une méthode d'ordre 2. Okay. Donc, il a une bonne vitesse de convergence. Voilà, ça c'est pour le premier cours, les équations algébriques. Il y a beaucoup de choses à dire encore, mais ce n'est pas vraiment l'objectif de ce cours de parler des méthodes de résolution d'équations algébriques, c'est plutôt les équations de dérivées partielles. Donc, on doit passer un peu rapidement là-dessus, mais voilà. N'hésitez pas à approfondir vos connaissances sur ce sujet. Et il faut que les parties MATLAB de ces deux méthodes soient hyper bien codées. Bon, au prochain cours.